Chapitre 4, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial de 1945 jusqu'en 1953. Une première vidéo sur la première partie, 1945, sortir de la guerre, et d'abord, grand A, le bilan d'une guerre d'anéantissement. La Seconde Guerre mondiale est tout simplement la guerre la plus meurtrière de l'histoire. Les chiffres, forcément, manquent un petit peu de précision. Comme vous pouvez le voir sur le tableau à gauche, certaines pertes, notamment celles de l'URSS et surtout celles de la Chine, ne sont pas totalement précises, mais la plupart des historiens s'accordent sur le chiffre d'environ 60 millions de morts. Peut-être un peu plus en réalité. Si vous regardez le tableau, vous voyez incontestablement le poids que représentent les pertes de l'URSS, que ce soit d'ailleurs des pertes militaires ou des pertes civiles. Le poids des pertes chinoises qui reste en point d'interrogation, mais qui est évidemment considérable. Les pertes allemandes, notamment militaires, les pertes militaires japonaises, et évidemment, on en a déjà parlé, le poids des 6 millions de victimes du génocide juif. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui va la différencier de la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est le poids des pertes civiles par rapport aux pertes militaires. Si vous regardez le diagramme à droite, vous voyez que ces pertes civiles représentent probablement 60% environ des pertes totales. Donc ces civils ont été les victimes collatérales des combats, mais ont également, on en a déjà parlé, été prises pour cible par les belligérants à travers le génocide et également à travers les bombardements stratégiques. Donc, on aboutit au final à des pertes qui non seulement sont extrêmement importantes, mais comme vous le voyez sur le tableau, qui représentent aussi parfois un pourcentage considérable de la population de certains pays, comme la Pologne, l'URSS ou la Yougoslavie. Ce qui évidemment va avoir des conséquences importantes sur l'après-guerre. A l'inverse, on peut voir des pertes beaucoup plus limitées, celles de la France, de l'Italie, et surtout, vous voyez, les pertes américaines, qui sont uniquement des pertes militaires, et qui ne représentent qu'une fraction très faible de la population du pays. Toujours dans ce bilan de la guerre, ne pas oublier la question des déplacements de population en 1945 et dans les années qui vont suivre. C'est le cas notamment en Europe de l'Est, et on assiste à un véritable chamboulement de l'organisation ethnique de ces régions, avec notamment des déplacements, comme vous voyez, de populations polonaises qui vont se déplacer vers l'ouest, et surtout les déplacements de populations allemandes qui quittent les provinces qui sont perdues par l'Allemagne, notamment ces provinces que vous voyez ici, de Poméranie et de Silésie, qui sont données à la Pologne, mais également des Allemands qui étaient souvent présents en Europe de l'Est depuis des siècles, en Roumanie par exemple, ou dans les Sudètes, en Tchécoslovaquie. Et ces Allemands, qui représentent probablement entre 12 et 16 millions de personnes, vont aller s'installer dans ce qui deviendra l'Allemagne de l'Est et surtout en Allemagne de l'Ouest. Donc vous imaginez toutes les violences, tous les problèmes qui peuvent accompagner ces déplacements de population à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Toujours au niveau du bilan de la guerre, l'ampleur des destructions matérielles, qu'on a vu en cours avec l'exemple
du récit de Stig Dagerman sur les villes allemandes. La carte que vous voyez ici représente les conséquences des destructions de la guerre, notamment les bombardements stratégiques anglo-américains, c'est-à-dire les bombardements des villes allemandes, mais également de villes françaises, notamment par l'aviation anglaise et l'aviation américaine. Destruction de grands centres urbains en Allemagne, Berlin, Hambourg, Dresde, Munich, Cologne sont rasés de façon très importante. En France, vous allez avoir le bombardement, comme vous pouvez voir sur la carte, d'un certain nombre de villes de Normandie, comme Caen, en grande partie rasées, un certain nombre de ports également, qui ont été bombardés à la fin de la guerre. Destruction du coup du tissu industriel de pays comme l'Allemagne et plus généralement de nombreux pays d'Europe. Destruction des infrastructures, des routes, des chemins de fer. Pour préparer le débarquement en Normandie, par exemple, les Anglais et les Américains vont bombarder massivement les infrastructures du nord de la France pour empêcher les Allemands d'amener des troupes près des plages du débarquement. Donc, tout ça, évidemment, ce seront des éléments qui devront être reconstruits dans les années qui vont suivre la guerre. Le cas en Europe le plus catastrophique, c'est évidemment celui de l'Allemagne en termes de destruction matérielle, puisque ces bombardements stratégiques anglo-américains ont eu vraiment pour objectif de raser les principales agglomérations du pays. Et à la suite de la guerre, vous avez une Allemagne occupée qui va avoir une population en très grande détresse, donc de très très nombreux sans-abri. Vous voyez, un an après la fin de la guerre, en 1946, encore 14 millions de personnes sans logement en Allemagne, sur environ 70 millions d'Allemands. D'énormes problèmes de chauffage, d'énormes problèmes surtout d'alimentation. Une ration alimentaire en moyenne de 800 calories par jour par personne, alors qu'il en faudrait au moins 2000 pour être en bonne santé. Donc une situation tellement catastrophique qu'on a pu parler en 1945 d'Allemagne année zéro, c'est-à-dire une destruction totale de l'Allemagne qui va nécessiter un redémarrage. Sachez au passage que la situation du Japon, notamment, est tout aussi catastrophique, puisque l'aviation américaine s'est attachée pendant la Seconde Guerre mondiale à raser totalement les grandes agglomérations comme Tokyo, Osaka, etc. Donc vous avez une situation qui est assez comparable. Le dernier mot quand même sur ces destructions matérielles, des destructions économiques, des pertes économiques qui touchent à peu près tout le monde en réalité, c'est-à-dire à la fois des pays vaincus comme l'Allemagne, le Japon, qui sont dans une situation catastrophique, mais aussi des pays comme l'URSS qui ont été dévastés par la Seconde Guerre mondiale, des pertes économiques terribles, le Royaume-Uni qui est entièrement ruiné. Finalement, le seul pays qui économiquement s'en sort bien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont même réussi à relancer leur croissance économique grâce à la production de guerre. Alors, deuxième point, le règlement du conflit. C'est-à-dire quel sort va être fait aux pays vaincus et notamment à l'Allemagne. Ce qui est intéressant avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que des dirigeants comme Roosevelt ou Churchill vont se préoccuper assez rapidement du lendemain de la guerre. C'est-à-dire vont anticiper assez rapidement le règlement du conflit, avec pour objectif de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc vous allez avoir assez rapidement des rencontres entre Churchill et Roosevelt
qui vont poser les bases d'un certain nombre de choses, on verra, comme l'ONU, et à partir de 1943, des rencontres entre Churchill, Roosevelt et Staline pour essayer de se mettre d'accord sur le déroulement de la fin de la guerre et surtout sur le sort de l'Allemagne. La réunion la plus célèbre, c'est celle de Yalta en février 1945. Donc, Yalta, c'est une ville en URSS, sur les bords de la mer Noire, c'est-à-dire que c'est Staline qui invite. Alors, Staline ne veut pas prendre l'avion par crainte, et du coup va essayer d'organiser ces réunions soit en URSS, soit dans des villes qui sont vraiment accessibles depuis Moscou. Alors, cette réunion est très célèbre, cette réunion de Yalta. Elle réunit, comme vous voyez sur la photo, Churchill, le Premier ministre anglais, Roosevelt, le président américain, et Joseph et Staline, donc le dirigeant de l'URSS. Alors, Yalta, on a souvent parlé d'un partage de l'Europe qui aurait été fait lors de la conférence par les participants. En réalité, c'est un mythe absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté véritable des alliés de partager le continent. À Yalta, on va en fait continuer de préparer la fin de la guerre. On va évoquer notamment l'intervention de l'URSS contre le Japon. On va réfléchir toujours à l'occupation de l'Allemagne, je vais en reparler dans quelques instants. Et on va aussi prévoir l'organisation d'élections libres en Europe de l'Est. L'URSS va aussi accepter de rentrer dans l'ONU. On a souvent dit que le président américain Roosevelt avait abandonné l'Europe de l'Est à Staline, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, vous avez des pays d'Europe de l'Est comme la Pologne qui sont occupés par l'armée rouge, et tout simplement les Américains n'ont strictement aucune possibilité d'intervenir en Europe de l'Est. Donc, même s'il y a abandon, on va dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités à cette époque. En juillet, les Alliés vont se revoir à nouveau à Potsdam, dans la banlieue de Berlin. Alors, cette fois-ci, Roosevelt est décédé, il est remplacé par son vice-président, Harry Truman, et Churchill va aussi devoir quitter la conférence de Potsdam en plein milieu parce qu'il a été battu aux élections et qu'il est remplacé par le représentant du parti travailliste, Clement Attlee. Du coup, l'ambiance est assez différente à Potsdam. À Yalta, ça s'était plutôt bien passé. Roosevelt et Staline s'entendent assez bien. Par contre, Truman, lui, va être beaucoup plus sec vis-à-vis de Staline. C'est à Potsdam qu'il va lui dire qu'il a la bombe atomique, que les États-Unis ont la bombe atomique. Et du coup, on est déjà dans le début de tension assez importante entre les États-Unis et l'URSS. À Potsdam, on poursuit en fait ce qui a été commencé à Yalta, et on va donc vraiment définitivement mettre en place ces zones d'occupation de l'Allemagne que vous voyez sur la carte. En rose, les territoires qui sont perdus par l'Allemagne et qui vont être donnés à la Pologne, ou à l'URSS d'ailleurs, pour l'enclave de Kaliningrad. En violet, la zone soviétique, qui deviendra en 1949 la République démocratique allemande, l'Allemagne de l'Est. En vert, une zone qui est occupée par le Royaume-Uni. En orange, la zone occupée par les États-Unis, et deux petites zones en bleu qui sont occupées
par la France. La France a obtenu in extremis d'avoir ces zones d'occupation. À noter ensuite le partage de Berlin en zone d'occupation par les 4 alliés. Donc ça, c'est ce qui occupe essentiellement la conférence de Potsdam, à un moment, je le rappelle à nouveau, où le Japon n'a pas été totalement vaincu. Je vous ai mis la carte des frontières de l'Europe en 1945 pour voir les changements qui ont été réalisés après-guerre, notamment en Europe de l'Est. Alors, vous voyez que le changement principal, c'est cet agrandissement de l'URSS qui va récupérer les républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui pourtant étaient indépendantes avant 1939, avant en fait le pacte germano-soviétique. L'URSS récupère aussi l'Est de la Pologne. En fait, et c'est quelque chose qui sera d'ailleurs critiqué par la suite, l'URSS conserve ce que lui a fait obtenir le pacte germano-soviétique de 1939. Staline considère que ces annexions sont nécessaires à la sécurité de l'Union soviétique. On est toujours dans le traumatisme de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire de l'invasion allemande de 1941. Comme je l'ai dit, la Pologne va récupérer des territoires allemands. Là aussi, c'est quelque chose qui est souhaité par l'URSS, qui sait que la Pologne va être un État ami, et ça permet de repousser le plus loin possible la frontière de l'Allemagne, et par conséquent de se prémunir d'une nouvelle offensive. Pour le reste, très peu de changements territoriaux. Alors l'Italie va perdre l'Istrie au profit de la Yougoslavie. Il va y avoir une petite rectification de frontière avec la France, qui est d'ailleurs le dernier changement territorial des frontières de la France. En Asie, pour en dire quand même quelques mots, le Japon va évidemment perdre toutes ses conquêtes, que ce soit l'île de Taïwan, que ce soit la Corée, et va être occupé cette fois-ci par les États-Unis et eux seuls. Et la Corée, comme vous le savez, va être occupée au nord par les Soviétiques et au sud par les Américains, ce qui sera, comme on le verra, l'origine de la guerre de Corée en 1950. Alors, dernier point dans ce bilan de la guerre, la volonté de créer un nouvel ordre mondial, volonté notamment de la part des Américains. C'était le grand projet du président Roosevelt, alors même que les États-Unis n'étaient pas encore rentrés en guerre. C'est-à-dire que la plupart de ces idées ont été exprimées dès 1941, avant l'attaque de Pearl Harbor. L'idée principale du président Roosevelt, c'est la création d'une grande organisation internationale qui remplacerait la Société des Nations, qui a été complètement discréditée dans les années 1930. Cette organisation, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est créée lors de la conférence de San Francisco d'avril à juin 1945. 50 pays sont présents, donc ceux que vous allez avoir en bleu sur la carte, notamment des pays d'Amérique, des pays européens, mais pas tous, puisque les pays vaincus comme l'Allemagne ne sont pas présents, des pays neutres comme l'Espagne ou la Suède non plus, un certain nombre ensuite de pays du Moyen-Orient et d'Asie. En revanche, les colonies françaises, anglaises, etc. ne sont pas présentes. Ces États présents à San Francisco vont signer une charte des Nations Unies qui va rappeler tout un ensemble de principes, qui va dire notamment que les conflits doivent être résolus par la négociation, et vont poser comme valeur
les droits de l'homme, ce qui va donner en fait à cette charte des Nations Unies un caractère très occidental. Ce sont les valeurs démocratiques occidentales, notamment américaines, qui ont vocation à s'étendre au monde. Et en novembre 1945, l'ONU est donc finalement officiellement créée et va s'agrandir assez rapidement à aujourd'hui la plupart des pays du monde. Ce fonctionnement de l'ONU se veut plus efficace que celui de la Société des Nations. En réalité, l'ONU ne fonctionnera pas forcément très bien pendant la période de la guerre froide. Ce diagramme est à connaître. L'ONU, c'est d'abord une assemblée générale qui va représenter tous les États membres et qui est avant tout un organe de délibération, un endroit où vont se tenir de grands discours. Cette assemblée générale, elle va élire un secrétaire général qui représente en fait l'ONU. Alors, si vous voulez, c'est un organe, enfin c'est une fonction exécutive, mais c'est surtout une fonction de représentation médiatique et lors de négociations internationales. L'Assemblée générale va aussi élire les membres du Conseil de sécurité, plus exactement les membres non permanents, qui vont tourner tous les 2 ans. Mais dans ce Conseil de sécurité, on va trouver 5 membres permanents avec droit de veto, qui sont les grands vainqueurs de la guerre. Les États-Unis, l'URSS, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Ce Conseil de sécurité, c'est de loin l'organe le plus important de l'ONU, puisque c'est là que sont prises les véritables décisions, notamment les interventions militaires en cas de conflit. Les membres permanents ont un pouvoir absolument considérable, puisqu'ils peuvent exercer un droit de veto, c'est-à-dire empêcher une prise de décision par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'un de ces pays peut bloquer totalement l'ONU pour n'importe quelle raison. Ce qui explique que pendant la guerre froide, l'ONU va être paralysée puisque les États-Unis et l'URSS peuvent mettre leur droit de veto et empêcher une intervention. Là où l'ONU va très bien fonctionner, c'est à travers toutes les agences qui vont être créées. Alors, on vous met par exemple l'UNESCO pour les questions de patrimoine, l'UNICEF pour tout ce qui concerne les enfants dans le monde, la FAO pour tout ce qui concerne les questions alimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui va être efficace et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une organisation internationale qui est plus ambitieuse que celle de la SDN, qui a plus de moyens, sans que ce soit encore parfait, loin de là, puisqu'il n'y a pas de véritable armée de l'ONU, par exemple. L'ONU est cette fois-ci une organisation beaucoup plus américaine, alors que les États-Unis avaient refusé de participer à la Société des Nations, ce qui forcément lui donne plus de poids. Mais comme la SDN, l'ONU peut être critiquée par ceux qui considèrent que c'est un club des vainqueurs, ce qu'on retrouve notamment avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Une organisation aussi qui a pu être critiquée parce qu'elle est très occidentale, et enfin parce que ces institutions ne vont quasiment pas changer jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des institutions créées dans un contexte d'après-guerre qui vont connaître extrêmement peu d'évolution jusqu'à nos jours. Les États-Unis vont vouloir également créer un nouvel ordre économique, ce qui va être symbolisé par les accords de Bretton Woods. Alors là encore, c'est aux États-Unis, en juillet 1944. Alors, tout ça est un tout petit peu compliqué. Il faut bien comprendre que les États-Unis ont été traumatisés par la crise de 29. Ils considèrent que c'est une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Et
ils pensent qu'à partir du moment où ils réussissent à créer une gouvernance économique mondiale, ça va être une des façons pour éviter de nouveaux conflits. Les États-Unis se basent, à la fin de la guerre, sur des réserves d'or absolument considérables. 60% de l'or mondial se trouve désormais aux États-Unis. Ce stock d'or donne au dollar une stabilité, une force en tant que monnaie qui est absolument énorme. Et à Bretton Woods, on va décider que le dollar devient la monnaie internationale de référence. C'est-à-dire que les échanges vont se faire désormais à partir du dollar, afin, si vous voulez, de fonder cette stabilité économique mondiale sur la puissance monétaire des États-Unis. Alors, tout ça part de très bonnes intentions, et ça va assez bien fonctionner en gros jusque dans les années 1960. Mais si vous regardez la carte, vous voyez que ces accords de Bretton Woods ne concernent finalement que les États américains et quelques pays dans les autres continents. Ne participent pas l'URSS et les pays communistes notamment. En parallèle de ces accords de Bretton Woods, vont être créées un certain nombre d'institutions qui ont pour objectif de les garantir, de les faire fonctionner et qui existent toujours sous une forme ou sous une autre. Le FMI, le Fonds monétaire international, qui est justement garant de ces questions monétaires. La Banque pour le développement, BIRD, qui s'appelle aujourd'hui la Banque mondiale, qui va donner des prêts pour aider les pays dans leur reconstruction après la guerre. Et vous voyez également que vont être signés les accords du GATT, ce qui donnera naissance, dans les années 1990, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire que le GATT, c'est une sorte de cycle de rencontres entre pays pour favoriser le libre-échange, le libéralisme, et ça se transformera dans les années 90 pour donner naissance à une organisation fixe, l'Organisation mondiale du commerce. Donc, une volonté de reconstruire l'économie mondiale qui ne va pas être totalement aboutie, qui reprendra assez souvent, qui se redéveloppera assez souvent dans les années 1990, mais qui là encore est très dominée par les États-Unis. Volonté également de poser les bases d'une justice internationale à la fin de la guerre. Donc, on a travaillé en cours avec le procès de Nuremberg. Un procès qui est organisé de novembre 1945 à octobre 1946, ce qui est très long. Vont être jugés un certain nombre de dignitaires nazis, mais également des organisations nazies comme les SS par exemple, ou la Gestapo. Et on va avoir comme chef d'accusation les crimes de guerre, c'est-à-dire le fait d'avoir déclenché... le crime contre la paix, c'est-à-dire le fait d'avoir déclenché la Seconde Guerre mondiale, les crimes de guerre, c'est-à-dire les violations du droit de la guerre, notamment les exécutions de prisonniers, par exemple, et une nouveauté, l'accusation de crimes contre l'humanité, qui va donc concerner notamment tout ce qui est en lien avec le génocide juif. Ces procès de Nuremberg vont être très longs, très médiatisés, vont permettre un véritable travail de fond sur ces événements de la Seconde Guerre mondiale et vont aboutir à la condamnation à mort de 12 de ces dignitaires nazis, comme Göring, Ribbentrop ou Keitel, que vous voyez sur le banc sur cette photographie.
et 7 vont être condamnés à des peines de prison, d'autres vont être également acquittés, même si c'est en nombre très très limité. Ne pas oublier également l'organisation de 46 à 48 du procès de Tokyo, alors qui va être un petit peu moins abouti que celui de Nuremberg, qui va être aussi assez critiqué parce que l'empereur du Japon n'est pas présent, ne fait pas partie des accusés. Le principal accusé, c'est le général Tojo, chef des armées japonaises, premier ministre du Japon, qui sera condamné à mort et pendu à la fin de l'année 1948. Alors, cela dit, cette volonté de poser une justice internationale va rester inaboutie, hein, puisque ça ne va pas permettre la création tout de suite d'un véritable tribunal international. Mais ça fait partie de cette volonté de poser les bases d'un nouvel ordre mondial à partir de 1945.